Imaginez un peu, vous êtes dev full stack freelance, et là, un DSI refuse de renouveler votre mission. Bon, le réflexe, ce serait peut-être de dire franchement, je suis le meilleur, vous trouverez pas mieux. Mais à la place, vous tentez autre chose, vous demandez si vous aviez une visibilité sur, disons, 6 mois au lieu de 2, est-ce que ça changerait quelque chose à votre décision? Et là, paf, résultat, il réfléchit, il commence à s'ouvrir un peu. Pourquoi? Parce qu'en négociation stratégique, en fait, on cherche pas à convaincre, on cherche plutôt à faire émerger une prise de conscience chez l'autre. Oui, bienvenue dans cette exploration. On est au cœur de la négociation stratégique, effectivement. L'idée centrale, c'est plus de plaider sa cause, non? C'est vraiment d'induire un changement chez l'interlocuteur. Et pour y arriver, la méthode, elle repose sur le questionnement, l'écoute, la projection. Et surtout, il faut laisser tomber la justification et la contre-argumentation. C'est un vrai changement de paradigme, en fait. C'est intéressant ça, l'idée d'une boîte à outils mentale, plutôt que de juste, bon, le charisme ou l'aisance. On dit souvent que la négo, c'est 80% de prépa, de maîtrise de soi, mais vous dites que la technique, la vraie technique, elle peut faire la différence même quand on est pris un peu au dépourvu. Exactement. La préparation, c'est fondamental, on est d'accord. Mais la technique, c'est ce qui vous permet de, comment dire, de naviguer quand ça tangue un peu, dans l'imprévu. Elle se construit avec l'expérience, bien sûr, en regardant ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Avec une bonne technique, c'est plus difficile de vous déstabiliser. Prenez un exemple concret. Un commercial DSN, bon, une entreprise de services du numérique. Le client lui sort le classique, c'est trop cher. Sans technique, il risque quoi? De bafouiller, de s'énerver un peu. Mauvais plan. Celui qui a la technique, lui, il reste calme. Il écoute. Il essaye de creuser. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce trop cher? D'accord, je vois. Donc, face à un refus direct, genre votre proposition de service là, ça ne me convient pas. Le réflexe de se justifier, ah mais vous savez, c'est le meilleur essai là qu'on peut offrir. Oui, mais vu votre infrastructure actuelle, ça c'est une erreur. Pourquoi au juste? C'est une erreur parce que dès qu'on se justifie, en fait, on se met en position de demandeur. Presque en soumission, quoi. On donne à l'autre le pouvoir de juger nos raisons. La bonne pratique, c'est simple. Ne jamais se justifier. Jamais. Plutôt reformuler pour montrer qu'on a bien entendu. Quelque chose comme OK, si je comprends bien, ma proposition telle qu'elle, elle ne répond pas à vos attentes actuelles. C'est bien ça. Ça permet de garder le lien, ça invite l'autre à confirmer ou à préciser, et surtout, ça évite le blocage direct, le rejet frontal. Ah oui, je vois. Ouais. Ça déplace le focus en fait. On passe de la défense à la tentative de compréhension. Par exemple, en entretien annuel, au lieu d'arriver avec bon, mes résultats justifient 10% d'augmentation, on pourrait essayer une reformulation plus ouverte. Tout à fait. Par exemple, je comprends bien les contraintes budgétaires en ce moment. Bon, cela dit, si vous vous mettez un instant à ma place, en regardant la réussite du projet X et son impact direct sur nos indicateurs, comment est-ce que vous évalueriez la situation? Voilà, on ouvre la discussion, on la ferme pas avec une affirmation un peu brutale. Ça me fait penser à un autre point important, des sources. Arrêtez de vouloir absolument convaincre en contre-argumentant. Si on dit «mais attendez, ma solution est techniquement bien meilleure» parce que ça mènerait à une impasse, ça paraît un peu contre-intuitif, on a envie de défendre son produit, non? Oui, c'est contre-intuitif, mais c'est vraiment essentiel. Essayez de prouver qu'on a raison en démontant point par point les arguments de l'autre. Ça crée une opposition directe. C'est stérile. Et puis, il faut voir qu'un bon argument pour nous, c'est pas forcément un bon argument pour l'autre. Ses priorités, ses contraintes, elles sont différentes, hein. La négociation, ce n'est pas un débat où il faut gagner. Il faut induire le changement. C'est-à-dire amener l'autre, par le questionnement, à réaliser par lui-même que notre solution est pertinente pour ses propres objectifs. Ok, donc face à un CTO qui est un peu réticent à changer de fournisseur cloud, même si objectivement les faits sont pour nous, au lieu d'insister sur les benchmarks et tout ça, 3 mois. Quelle plateforme nous donnerait le plus de sérénité pour y faire face? Hop, on déplace le débat du technique pur vers ses propres enjeux à lui. et c'est là, j'imagine, que le questionnement stratégique devient vraiment central. Celui qui pose les questions, il mène un peu la danse, non? Ça permet de creuser sous la position affichée. Vous parliez du fameux PE, position, objectif, enjeu, c'est ça? C'est tout à fait ça. La position, c'est ce que la personne dit vouloir. L'objectif, c'est ce qu'elle cherche vraiment à atteindre derrière. Et l'enjeu, c'est ce qu'elle risque ou ce qu'elle peut gagner. Le questionnement, ça aide à découvrir ces différentes couches. On peut utiliser des petites choses, des encourageurs minimaux, comme on dit. D'accord,
c'est-à-dire juste pour faire parler l'autre. Puis des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous entendez exactement par «ça ne convient pas» ou «trop cher» par rapport à quoi précisément? Essayez aussi de découvrir les vrais freins. Bon, mis à part le budget, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans cette décision? Et la projection avec le fameux «et si» pour tester des ouvertures sans s'engager. Et si on trouvait une solution pour intégrer ça dans votre cycle budgétaire actuel? Hmm. Les sources donnaient un exemple où ce type de questionnement avait fait passer une demande de 700K à 680K sans rien lâcher en substance. C'est assez puissant. L'exemple du DAF qui bloquait sur une prestation logicielle et en fait, c'était une crainte sur ses KPI trimestriels. Et hop, une solution de paiement différé débloque tout. Ça illustre bien. Exactement. Le questionnement révèle souvent le besoin caché, celui qui n'est pas dit au départ. Et le dernier point clé abordé, ne jamais faire de concessions sans obtenir une contrepartie. L'idée, c'est que si on cède quelque chose gratuitement, ça dévalorise notre offre et ça nous affaiblit. C'est le principe fondamental, oui. Chaque concession doit être conditionnelle. On utilise la projection, mais liée à une contrepartie. Si je suis en mesure de faire telle concession, alors est-ce qu'on peut s'entendre sur telle contrepartie ou engagement, par exemple? Si on arrive à s'accorder sur ce périmètre qu'on vient d'ajuster, est-ce qu'on peut viser une signature avant la fin de la semaine? On lie notre effort potentiel à un gain concret pour nous. D'accord. Donc, en négo salarial, par exemple, accepter une baisse sur sa demande initiale sans rien demander en échange, c'est une erreur. Il vaudrait mieux proposer quelque chose comme OK, si on part sur ce chiffre maintenant, est-ce qu'on peut acter ensemble une clause de révision dans 6 mois basée sur l'atteinte de tel objectif quantifiable pour garder la main en somme. C'est tout à fait l'esprit. Chaque élément de la négociation est une potentielle monnaie d'échange. Rien n'est gratuit. Bon, pour résumer un peu cette exploration de la négociation stratégique, l'idée, c'est de laisser tomber la confrontation directe. La clé, c'est plutôt d'écouter activement, de reformuler pour être sûr qu'on a bien compris, ensuite questionner pour aller chercher les vrais enjeux qui se cachent derrière les positions de départ, et finalement, guider l'autre vers notre solution, mais de manière à ce qu'il ait l'impression d'y arriver un peu par lui-même. Le vrai défi, au fond, c'est de chercher sincèrement à comprendre l'autre, peut-être plus qu'à vouloir absolument avoir raison. Exactement. Et cette posture de compréhension profonde, eh bien, elle nous amène tout naturellement à notre prochaine discussion. On va plonger dans l'écoute active, c'est-à-dire ne pas écouter juste pour préparer sa réponse, mais écouter pour vraiment comprendre, pour désamorcer les tensions et pour co-construire des solutions. Ce sera un outil essentiel pour maîtriser cet art de la négociation. Alors, à très bientôt pour cette suite.